Bien, bonjour et bienvenue à tous. Pour donc une dernière séance avant la fin de l'année, mais notre enquête reprend dès début janvier, enfin le 10 janvier, ici même. Donc la semaine dernière, nous avons pu constater que les premières traces matérielles encore visibles d'une possible présence bouddhique en Chine dès le 1er siècle de l'ère chrétienne, telles que les sculptures gravées du Krongwangshan, que ces traces ne sont en réalité que la pointe émergée de l'iceberg, en quelque sorte, et qu'il faut élargir le champ de vision à un horizon très large, en dehors et au-delà de l'espace chinois, un horizon qui inclut en réalité en fait une bonne partie du continent eurasiatique. En effet, les sources historiques et biographiques chinoises attestent de la présence en Chine, en terre de Chine, de personnages identifiés comme étant d'origine étrangère qui se trouvent être associés au tout premier stade de la diffusion de certaines formes du bouddhisme en Chine. Or, on s'aperçoit que ces étrangers sont, pour un certain nombre d'entre eux, installés en territoire chinois, quelquefois depuis une ou plusieurs générations même, et donc déjà passablement acculturés au milieu chinois, à la civilisation chinoise. Et nous avons vu que ces personnages sont identifiés sommairement par les ethnonymes qui précèdent leur nom personnel. Autrement dit, c'est un ethnonyme, c'est un nom qui indique l'origine ethnique. Et ces ethnonymes sont dérivés des exonymes, c'est-à-dire des noms assignés aux populations étrangères que nous avions rencontrés précédemment, avec cette espèce de division un petit peu artificielle entre les autres tout proches sur la périphérie qui portent des noms peu flatteurs de rampants, de boucs et autres gracieusetés, et plus loin, donc les autres au-delà des autres, qui eux, au contraire, portent des noms beaucoup plus flatteurs, comme Anxi, vous avez le mot An qui veut dire la paix, qui désigne en gros les Parthes. Vous avez Krangju, par exemple, Krang qui veut dire la santé, la prospérité, qui désigne les Sogdiens. Vous avez aussi Zhu, c'est-à-dire le Tianzhu, qui là comporte l'élément ciel, céleste, et qui correspond en gros en fait au monde indien, ou du moins ce que les Chinois en connaissaient. Et vous avez aussi donc les Zhi ou les Yuezhi, dont nous avons vu la dernière fois qu'ils correspondent à peu près à l'époque Han, à l'empire Kushan. Et donc nous remarquions la dernière fois que à partir du moine Tao'an, que vous avez en bas de la diapositive, au IVe siècle, commence à devenir courante la pratique de nommer les moines bouddhistes, ceux qui font partie de la communauté monastique, on les confond tous uniformément sous le même nom de famille universel, Shi, qui correspond à Shakyamuni, la translittération chinoise de Sakyamuni, qui est donc le nom du Bouddha. Alors, en particulier sur ces Yuezhi, sur ces Kushan, si la question vous intéresse, vous pouvez vous reporter à cet ouvrage
de Craig Benjamin, donc un spécialiste américain qui a écrit ce livre qui s'intitule The Yuezhi, Origin, Migration and the Conquest of Northern Bactria, c'est-à-dire donc leur origine, leur migration et la conquête du nord de la Bactriane. Et c'est paru dans une série qui s'appelle les Silk Road Studies, donc les études sur la route de la soie, évidemment, bon, qui fait beaucoup parler d'elle maintenant, publiée chez Brepols en 2007. Et le même Craig Benjamin, tout récemment, a publié cet autre livre qui s'intitule Empires of Ancient Eurasia, The First Silk Roads Era, 100 BCE to 250 CE. Donc les empires de l'Eurasie ancienne, l'ère des premières routes de la soie, c'est-à-dire donc de la période qui va de 100 avant notre ère à 250 de notre ère, qui est parue aux presses universitaires de Cambridge, là tout récemment, en 2018. Alors, dans les sources chinoises, tous ces Parthes, Sogdiens, Kushan et autres Indiens sont mentionnés parce qu'ils font partie justement du premier groupe des traducteurs de textes venant d'Asie centrale et du monde indien. Je mentionnais très rapidement la dernière fois donc cette compilation qui date des environs de 530 de l'ère chrétienne, donc nous sommes déjà au VIe siècle, qui s'intitule le Gaoseng Zhuan, c'est-à-dire donc les biographies des moines littéralement hauts, élevés, exaltés, éminents, dû au moine Huijiao qui a vécu entre 497 et 554 et qui consacre la première section de son ouvrage, qui est assez longue, à ceux qui ont Yi Jing, c'est-à-dire ceux qui ont traduit des écritures. Alors ces écritures, ça peut être des sutras évidemment, mais aussi beaucoup d'autres formes de littérature. Ça peut porter sur les commentaires ou bien sur la discipline monastique. Et sur la même diapositive, vous avez donc ce portrait tout à fait émouvant de l'un de ces tout premiers traducteurs qu'on a identifié comme étant d'origine Kushan. C'est pour ça que son nom en translittération chinoise porte le préfixe zhi, comme les yuezhi, zhilou jiachen, donc dont le nom originel est Lokakshema, que vous voyez ici et qui est représenté avec ce profil typiquement non chinois, c'est-à-dire donc toujours enfin avec ces traits assez archétypiques des yeux très enfoncés, du nez assez proéminent et la barbe. Donc tout ça, ça vous le marque comme étant d'origine étrangère. Alors là-dessus, j'aimerais évoquer donc le nom d'une très grande spécialiste des toutes premières traductions des textes bouddhiques en chinois, qui s'appelle Jan Nattier. C'est une chercheuse américaine qui a fait une grande partie de sa carrière d'enseignante à l'université de l'Indiana et qui maintenant est plus ou moins à la retraite et qui vit en Thaïlande, donc enfin, dans un milieu bouddhique. Et elle a écrit cet ouvrage d'une très grande importance, mais
qui a été publié dans chez un éditeur relativement confidentiel, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. L'ouvrage est intitulé A Guide to the Earliest Chinese Buddhist Translations, Text from the Eastern Han and Three Kingdoms Periods, donc un guide aux traductions bouddhiques aux premières traductions bouddhiques en chinois. Et ça couvre donc des textes des Han orientaux, c'est-à-dire des Han postérieurs, en gros donc les 2 premiers siècles de la chrétienne, suivis de la période des 3 royaumes. Donc en fait cette étude porte en gros sur les premiers siècles de l'ère chrétienne et c'est paru donc à la Soka University à Tokyo dans la série donc des International Research Institute for Advanced Buddhology. Alors donc il s'agit d'un institut international de recherche avancée sur la bouddhologie, puisque la bouddhologie c'est la science donc des études bouddhiques, et c'est paru en 2008. Alors dans cet ouvrage, Jan Nathieu rappelle que dès l'origine, en réalité, la parole et l'enseignement du Bouddha sont à resituer dans un contexte de polyglossie, c'est-à-dire nous sommes vraiment dans des langues extrêmement multiples et diverses, et dans un contexte de transposition dans tous les sens d'une langue à l'autre. Donc on nous a beaucoup seriné que les textes bouddhiques sont censés avoir été traduits du sanskrit, et là on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que même très souvent c'est une contre-vérité. Alors Jan Nathieu présente du moins à mes yeux le très grand mérite de poser clairement la question et d'essayer d'y répondre, cette question qui est véritablement la question centrale à mon propos, celle de savoir comment il se fait que la Chine des Han, qui est pourtant, comme nous l'avons vu, déjà constituée en empire fortement centralisé et en centralité fortement civilisatrice, comment cette Chine des Han a pu s'intéresser au point d'accepter de se décentrer carrément, comment elle a pu s'intéresser à des formes de pensée aussi autres, avec des cadres intellectuels, culturels, linguistiques aussi différents que celles qui lui sont parvenues d'Asie centrale et du monde indien dans les premiers siècles de notre ère. Parce que franchement, c'est pas du tout... comment dire, on se demande comment les Chinois ont pu se jeter sur cette nouvelle forme de pensée véhiculée dans des langues totalement différentes du système linguistique chinois et aussi dans des écritures très très différentes de l'écriture chinoise. Alors, c'est ainsi que Jan Nathieu vous met en pièces la Vulgate communément répandue, selon laquelle donc la parole du Bouddha se serait trouvée recueillie dans des textes, on nous dit alors d'abord en pali et puis ensuite en sanskrit. Alors elle nous explique qu'en fait le Bouddha, comme c'est bien connu, est né au Magadha. C'est donc cette zone que vous voyez en bleu sur la diapositive, qui se trouve donc au nord-est de l'Inde actuelle et donc au pied de l'Himalaya, c'est-à-dire donc au fond au sud du Népal. Et le Bouddha, par conséquent, s'exprimait le plus probablement en Magadhi ancien. Vous avez actuellement en Inde, dans cette région, encore une langue qui s'appelle le Magadhi, mais évidemment qui doit être assez différente de ce que parlait le Bouddha.
Et selon toute vraisemblance, l'enseignement du Bouddha n'a pas été même consigné par écrit, en fait. Elle dit qu'en réalité, il n'y a tout simplement pas en fait, de texte qui consigne la parole directe du Bouddha, hein, mais que cet enseignement s'est transmis oralement, comme c'était la règle dans la tradition brahmanique de l'Inde védique. Et à ce propos, je voulais faire référence aux travaux très, très importants et en même temps enfin, d'une très grande beauté de Charles Malamud, qui est un très grand monsieur de l'indianisme français et qui dit des choses qui me paraissent vraiment d'une importance capitale sur le rapport entre l'oral et l'écrit dans l'Inde ancienne, d'une importance capitale justement pour notre propos. Alors, je voudrais citer un important article qu'il a intitulé « Noirceur de l'écriture », qui est d'abord paru dans un volume collectif auquel j'ai eu l'honneur de participer, qui s'intitule « Paroles à dire, paroles à écrire, Inde, Chine, Japon ». Donc là, vous voyez que ça correspond tout à fait donc, à notre propos. Il s'agit d'un volume collectif dirigé par la regrettée Viviane Alton, qui a été une très grande linguiste, spécialiste de linguistique chinoise, et qui a fait paraître ce volume aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales en 1997. Et c'est l'un des résultats d'un séminaire que j'ai suivi quand j'étais étudiante et qui m'a donné l'occasion justement d'être au contact de ces très grands savants que sont Charles Malamud, Viviane Alton qui est décédée récemment et Jacqueline Pigeot qui est une très grande japonologue. Et ces trois sommités ont eu la magnifique idée d'organiser un séminaire mensuel axé justement sur ces trois grandes aires culturelles, Inde, Chine, Japon. Et chaque année, donc, le séminaire portait sur une question ou un thème particulier, et donc ça a donné lieu à un certain nombre de publications. Et l'article de Charles Malamud, Noirceur de l'écriture, a été repris dans un recueil de ses textes qui s'intitule Le jumeau solaire, paru aux éditions du Seuil en 2002. Alors, je vais le citer assez longuement parce que c'est vraiment, comme vous verrez, quelque chose d'important et vraiment de magnifiquement écrit. Alors, Charles Malamud, dans cet article, commence par noter ce qu'il appelle une tendance générale de la civilisation indienne et plus précisément brahmanique, qui est donc la suivante. Et il nous dit que cette tendance est que ce qui touche à l'écriture est tenu en suspicion, redouté et même méprisé. L'enseignement des vérités fondamentales est oral. Bon, alors là, vous voyez, enfin, imaginez l'étudiante que j'étais, entendant ça, venant donc d'un contexte chinois, évidemment. Là, on peut difficilement dire quelque chose qui est plus exotique. L'autre chose qui m'a beaucoup frappée dans les propos de Charles Malamud, c'est quand on l'interrogeait sur la datation de tel ou tel texte, et il disait, écoutez, là, enfin, on ne sait pas trop, ça peut être même des textes très très importants, et même de dates relativement tardives, ça peut se situer en gros entre le 1er et le 5e siècle de l'ère chrétienne, ou bien entre le 10e et le 15e siècle.
alors qu'il est bien connu que les Chinois sont des maniaques de la datation, des archives, enfin, justement de la consignation par écrit. Et Charles Malamud continue en nous donnant la description que donne Kalidasa, donc un auteur donc de l'Inde ancienne, qui décrit l'éducation idéale des princes de la lignée dite solaire. Et ce Kalidasa nous présente le prince Raghu, je cite, entouré des fils des ministres de son père, des garçons du même âge que lui, il a pris ses lettres comme il convenait et put ainsi pénétrer comme par l'embouchure d'un fleuve dans l'océan de la parole. Alors là, vous voyez, enfin, c'est vraiment la très grande beauté de ces textes brahmaniques. Et Charles Malamud commente en disant « Le savoir, c'est avant tout la parole sonore, watch. Et l'écrit ne donne accès au savoir que s'il conduit à la connaissance des sons. De même, lisons-nous que le jeune prince, je cite, à peine eut-il achevé d'apprendre l'écriture, les signes syllabiques fixés sur une tablette, qu'il put jouir de tous les fruits de l'art d'administrer la justice, fruit qu'il obtint en fréquentant des hommes vieillis dans le savoir, acquis par audition, shruta. Je dois dire qu'en fréquentant Charles Malamud, qui est devenu entre-temps un très grand ami, c'est vraiment un privilège insigne pour moi, l'un des premiers mots que je lui ai entendu prononcer, c'est précisément ce mot de shruta qui veut dire l'audition. Et il continue en disant « En tant que technique manuelle, l'écriture n'est pas le fort des brahmanes. Il y a des spécialistes pour cela. Il y a des scribes qui font ce sale travail. Les brahmanes, eux, reconnaissent sans gêne et même avec un certain orgueil leur maladresse en ce domaine. En revanche, ce qui est de leur compétence exclusive, c'est le savoir qui compte vraiment. Et tout d'abord, le texte révélé et sacré, la Shruti, c'est-à-dire le texte qu'on entend, c'est-à-dire le Veda comme audition, qu'ils connaissent pour l'avoir appris par cœur à force de l'entendre et de le répéter. Et le meilleur brahman est celui qui peut se targuer d'être un Shrotiya, un savant, c'est-à-dire particulièrement versé dans la masse des séquences sonores qui forment le savoir authentique. Et donc, Charles Malamud continue en disant que l'écriture, c'est permettez-moi l'expression, c'est pas l'expression de Charles Malamud, mais c'est la mienne, pour bien montrer que c'est quelque chose, c'est une basse besogne, c'est le boulot d'une caste qui s'appelle donc les Kayastas, qui, eux, justement, font un petit peu concurrence aux brahmanes, tout en étant d'une caste inférieure, et qui manient donc des instruments, par exemple la pointe du kalam, qui est assimilée à quelque chose qui griffe. Autrement dit, c'est un instrument agressif et qui s'utilise avec justement la noirceur de l'encre, d'où le titre de l'article de Charles Malamud, la noirceur de l'écriture. Et cet instrument, le kalam ou le roseau, c'est un instrument qui évoque simultanément donc l'instrument du scribe, le kalam du scribe, et symboliquement le bâton de Yama, Yama qui est le dieu de la mort et le maître des enfers. C'est lui qui contrôle donc les enfers. Et donc nous avons ici cette connexion très forte entre le pouvoir de la mort et l'acte d'écrire. Alors, ceci pourrait éventuellement nous rappeler
ce passage du Zhuangzi, on peut rechercher dans la tradition chinoise si nous avons quelque chose d'un petit peu équivalent. Alors, il y a ce passage du chapitre 13 du Zhuangzi dont je vous lis simplement la traduction, qui évoque l'écrit comme de la matière morte. Alors, voici ce que dit le Zhuangzi chapitre 13. Un jour que le duc Huan est occupé à lire dans la salle et le charron Pian a taillé une roue au bas des marches, ce dernier, c'est-à-dire le charron, pose son ciseau et son maillet, monte les marches. Alors là, vous voyez, vous voyez un peu la scène. Donc le seigneur en haut des marches de la salle principale de son palais. Hein. En bas, vous avez l'artisan qui travaille à tailler une roue. Et alors cet artisan, non seulement a le culot de monter les marches, mais en plus de lui demander puis-je vous demander de quoi parle ce que vous lisez? Alors déjà, vous voyez le geste vraiment peu rituel, l'artisan, le manuel, qui monte les marches, rejoint le seigneur, regarde par-dessus son épaule ce qu'il est en train de lire. Alors, la réponse du duc, c'est « ce sont les paroles des sages ». Donc, le duc ne perd pas son temps à lire de la bande dessinée, il lit les paroles des sages. Alors le charron lui demande « mais ces sages sont-ils en vie ?» Alors le duc répond « non, ils sont morts depuis longtemps ». Alors, conclut le charron, ce que vous lisez là n'est que le déchet des anciens. Déchet, pour ne pas dire déjection ou même pire. Et le duc Huan de s'écrier « Ce que je lis, comment un charron oserait-il en discuter? Si tu sais te justifier, soit. Sinon, tu meurs, tu mourras. » Et le charron Pian lui répond « Votre serviteur voit les choses à partir de son humble expérience. Pour tailler une roue, un coup qui part trop doucement ne mord pas. S'il part trop fort, il se coince dans le bois. Ni trop fort, ni trop doux, j'ai le coup dans la main et la sensation dans l'esprit. Il y a là-dedans un tour qui ne peut se dire par des mots. Je n'ai pu l'enseigner à mon fils, pas plus qu'il n'a pu l'apprendre de moi, de sorte qu'à 70 ans, me voilà encore à tailler des roues. Les anciens ont emmené dans la mort tout ce qu'ils n'ont pas pu transmettre. Ainsi donc, ce que vous lisez là n'est que le déchet des anciens. Donc ici, vous avez l'opposition de la chose écrite que lit pompeusement le seigneur, et l'artisan ne se gêne pas pour lui dire ce que vous lisez là, c'est que de la déjection au fond, c'est de la matière morte, alors que la chose vivante, c'est le savoir de la main qui se transmet directement à l'esprit. Donc là, vous reconnaissez ici toute la thématique bien connue du Zhuangzi, qui s'appuie beaucoup sur ces anecdotes concernant des artisans. Vous avez l'autre anecdote très connue donc, du boucher qui découpe son bœuf et qui dit au début je vois la bête avec mon hachoir, et à la fin tout ça se termine dans un flux continu de l'esprit. Donc là vous avez cette thématique tout à fait typique du Zhuangzi, mais j'ai quand même voulu vous la rappeler parce que il y a cette idée aussi que l'écrit c'est quelque chose de mort, mais dans le contexte de l'Inde brahmanique, on va plus loin, c'est-à-dire on ne dit pas simplement que l'écrit c'est de la matière morte, on dit que l'écriture c'est quelque chose de mortifère, ça a quelque chose à voir avec Yama, avec la mort. Donc Charles Malamud, je reviens à son texte,
nous dit ceci: dans l'Inde hindoue, l'écriture est avant tout une technique de transcription, technique remarquablement élaborée et efficace, dont l'excellence consiste à être au service de la parole orale et donc à lui être subordonnée. Alors, ceci explique que on peut être très savant dans l'Inde hindoue et de nos jours encore, tout en étant illettré. Il y a quelques jours encore, Charles Malamud me confirmait ceci, que lorsqu'il lui-même était étudiant en sanskrit auprès de pandits indiens à Pune, il m'a dit que certains d'entre eux sont capables de vous réciter mais des kilomètres et des kilomètres de textes, de mémoire, hein, mais qu'en fait, ils sont illettrés. Et non seulement ça ne les gêne pas, mais en plus, ils s'en vantent. Enfin, remettez ça en contexte chinois, hein, et vous voyez un petit peu le contraste. Alors, comment dire, oui, et alors je termine, enfin, la citation très longue de cet article, que évidemment je n'ai pas lu en entier, mais Charles Malamud nous dit ceci: l'écriture, la ligne d'écriture devient la métaphore des limites infranchissables fixées par le destin, le temps ou la mort. Nul homme n'est assez habile pour franchir la ligne, lek, écrite ou tracée par le destin. Niyatilikita. Ce qui effraie dans l'écriture, ce n'est pas qu'elle soit lettre morte, comme dirait Zhuangzi, c'est qu'elle soit mortifère, comme si la ligne d'écriture était par nature un deadline. Donc là, notre Charles Malamud fait de l'humour, hein, donc vous savez qu'en anglais, deadline, c'est ce que redoutent nous autres, ce que nous redoutons nous autres les universitaires quand on nous assigne un deadline pour la soumission d'un article. Alors le deadline, c'est la date butoir, c'est l'échéance, vous voyez. Enfin donc vous êtes dans le vocabulaire justement, enfin de la comptabilité. Hein, donc le deadline, c'est véritablement cela. Et dans un autre article que je ne vais pas vous citer en entier parce que nous commençons à manquer de temps, dû à un sanskritiste belge, Jean-Marie Verpoorten, donc de l'université de Liège, que vous voyez sur la diapositive, publié dans un volume qui s'intitule « Les scribes et la transmission du savoir » et qui est publié dans la série Acta Orientalia Belgica, donc les actes de l'orientalisme belge, publié à Bruxelles en 2006. Dans cet article que Verpoorten intitule de manière très significative « Le scribe en Inde, une fonction subalterne », il nous cite un exemple justement de ce contraste, enfin de ce choc des civilisations en quelque sorte entre l'Inde et la Chine. Il nous dit ceci: illustrons d'un exemple la prodigieuse mémoire de certains Indiens qui étonnent tant les Chinois. En 410 de notre ère, un moine cachemérien nommé Dharmayasas se vanta de savoir par cœur les règlements monastiques de la secte bouddhique des Dharmaguptaka et proposa à l'empereur de Chine de les traduire de tête en chinois. Là, vous voyez, c'est quand même un texte qui fait plusieurs volumes. Hein. Alors, l'histoire raconte que l'empereur Yaoxing de Qin voulut
tester ses capacités en lui donnant 3 jours pour apprendre par cœur 50 000 caractères chinois relatifs à des recettes médicinales. Dharmayasas y parvint, ne commettant aucune erreur, même dans les poids des ingrédients et dans leur numéro d'ordre. Bon, alors, donc maintenant, arrêtez de vous plaindre quand vous apprenez le chinois qu'il y a trop de caractères, quand on vous force à en ingurgiter 10 par jour. Là, ce monsieur cachemérien, il en a ingurgité 50 000 en 3 jours. Donc, vous voyez, là vous avez cette petite anecdote qui vous montre justement cette sidération enfin, des Chinois devant cette mémoire orale. Même si, il faut quand même justement le préciser, en Chine il y a également une forme de transmission orale donc des textes et du savoir. Alors, pour terminer, j'aimerais évoquer ici aussi les cours du professeur Gérard Fussman, qui a occupé la chaire d'histoire du monde indien, ici même au Collège de France, entre 1985 et 2011, et dont j'ai déjà signalé les travaux et les cours qu'il a donné sur les Kushan, donc sur cette population que les Chinois appellent les Yuezhi. Et ici, j'aimerais faire référence plus spécifiquement au cours qu'il a donné dans l'année 2003-2004, dont vous trouverez donc le résumé sur le site du Collège de France, comme c'est l'habitude pour tous les professeurs, donc qui donnent chaque année un résumé de leurs cours dans l'annuaire du Collège de France. Alors, dans ce cours, le professeur Fussman expliquait les différentes raisons pour lesquelles les célèbres moines bouddhistes chinois qui ont fait le voyage jusqu'en Inde pour rechercher des textes, pourquoi ils ont eu autant de difficultés à trouver des textes. Alors, ici, on fait référence à ces fameux moines comme Fa Xian, dont nous avons déjà parlé l'année dernière. Vous avez ici la très belle traduction par Jean-Pierre Drège de son mémoire sur les pays bouddhiques, qui est précisément un récit de ses pérégrinations en Inde, donc le Foguoti. Alors, vous voyez ici le tracé de ces pérégrinations. Vous voyez que à l'époque, tout se faisait à pied, naturellement, donc ça lui a pris quand même pas mal d'années. En gros, entre 399 et 414, Fa Xian lui-même ayant vécu entre 337 et 422. Et bien sûr, l'autre grand nom qui vient à l'esprit, c'est Xuanzang, qui a fait un voyage à peu près similaire donc, des siècles plus tard, au 7e siècle, entre 629 et 645, Xuanzang lui-même ayant vécu entre 602 et 664. Alors donc là, vous avez les deux grands noms de moines qui ont éprouvé le besoin de faire tout ce long voyage extrêmement périlleux, vraiment au péril de leur vie, pour aller chercher des textes et qui, en arrivant sur place, se sont rendus compte que c'était d'une difficulté extrême de trouver des textes écrits. Alors, Gérard Fussman donc, nous rappelle que ces pèlerins chinois en quête de textes n'en trouvèrent pas dans les monastères du nord de l'Inde, et qu'il a fallu qu'ils aillent pratiquement jusqu'au Sri Lanka pour trouver enfin, des textes assez substantiels. Et là, je rappellerai justement en fait, la quête de Fa Xian, qui, nous le disions l'année dernière,
Vous avez ici sur la diapositive le tout début de son récit, le tout début du Foguoji, où il est dit qu'il part avec quelques compagnons au Tianzhu, c'est l'expression que j'ai surlignée en jaune ici, pour Xunqiu Jielu, c'est-à-dire pour se mettre à la recherche de textes sur la règle monastique, la discipline monastique. Et rapide rappel de ce que nous disions à propos de Faxian l'année dernière. Donc, dans le courant de ce récit, il y a cette phrase qui nous a beaucoup intrigués, où il arrive donc dans le Zhongtianzhu, c'est-à-dire donc la zone centrale de ce monde indien du Nord, qu'il appelle Zhongguo, le pays du milieu. Et il dit que donc la façon de s'habiller, de se nourrir, est identique à celle de Zhongguo. Alors bon, naturellement, là, on se demande vraiment en fait si s'il n'avait pas en tête justement en fait le Zhongguo comme étant la Chine. Et nous avions vu justement toutes ces références où Faxian se nomme lui-même, se présente lui-même comme venant soit de la terre de Qin, qu'il appelle Biandi, c'est-à-dire donc une zone périphérique, une zone marginale, ou bien il dit qu'il vient de la terre des Han, là aussi considéré comme Biandi, comme une zone marginale. Et donc nous en étions arrivés justement à diagnostiquer ce que Antonino Forte, ce bouddhologue italien dont je parlais la semaine dernière, appelait donc le borderland complex, c'est-à-dire le complexe de la périphérie. Et je voulais vous montrer aujourd'hui assez rapidement justement toutes les occurrences dans le texte du Foguoji où Faxian en quelque sorte se casse les dents parce qu'il n'arrive pas à trouver de texte. Alors, vous avez par exemple celui-ci où on nous dit, je vous traduis rapidement, du royaume de Varanasi, c'est-à-dire Bénarès, nous sommes au bord du Gange, Faxian alla vers l'est et retourna à la ville de Palyinphu, c'est la transcription chinoise pour Pataliputra, qui est la capitale actuelle de l'État du Bihar, Patna. Alors, à l'origine, Faxian était, et ça c'est la phrase que j'ai surlignée en rouge, Faxian était à la recherche des textes concernant les préceptes et la discipline, c'est effectivement ce qu'il dit au tout début de son récit, mais dans les royaumes de l'Inde du Nord, ces textes se transmettaient oralement de maître à maître et il n'y avait pas d'exemplaire qu'on puisse copier. Et du coup, Faxian est obligé de continuer sa quête. Il va jusqu'en Inde centrale, où là, il trouve quelques textes. Et là aussi, on nous dit que il se heurte chaque fois à ce problème que ces textes se transmettaient, c'est-à-dire que ces textes se transmettaient de maître à maître par oral, khou c'est la bouche, et qu'ils n'étaient pas consignés donc par écrit. Donc partout, là je vais peut-être arrêter là donc les références, mais partout Faxian se heurte à ce problème, et ce qui fait qu'à la fin il se résout Faxian 住此3年学
fan shu, fan yu, xie lu. Donc, il se décide à rester sur place pendant plusieurs années, pendant 3 ans, pour apprendre carrément donc fan shu, ce sont les écritures. Fan, ça désigne tout ce qui vient d'Asie centrale et du monde indien. Fan yu, il apprend aussi les langues indiennes et il passe son temps aussi à recopier tous les quelques textes qu'il a pu trouver. Alors, ça nous permet justement de, conclure avec Gérard Fussman que ces difficultés rencontrées par Fa Xian et Xuanzang, je cite Gérard Fussman, si elles furent réelles, s'expliquent non par le manque de livres, mais par le privilège traditionnellement donné en Inde à la parole sur le livre. Et on peut aussi imaginer que ces acharyas indiens, c'est-à-dire ces maîtres indiens, ne prenaient pas très au sérieux des moines étrangers, c'est-à-dire chinois, sachant à peine la langue du pays et fort peu de sanskrit. Pourquoi leur aurait-il prêté ou donné des manuscrits précieux avant que ces étrangers n'en aient appris assez pour les comprendre? Le fait que le texte doive toujours être enseigné par le maître explique aussi qu'apparemment il n'y ait pas eu dans les bazars des boutiques vendant des livres bouddhiques. Alors là, par exemple, si vous regardez ce qui se passe en Chine, vous avez par exemple des auteurs, des Han, comme un auteur très, très connu comme Wang Chong, dont on sait que lui n'avait pas les moyens justement de se payer des, on pourrait dire des éditions de luxe, et faisait les marchés pour acheter en fait des manuscrits d'occasion en quelque sorte. Bon, ben là en fait en Inde il n'y a pas. Enfin, parce que si ces bazars avaient existé, enfin si ces ventes de livres dans les bazars avaient existé, Fa Xian et Xuanzang n'auraient eu aucun mal à y trouver les textes qu'ils cherchaient. D'autant que Fa Xian cherchait des textes canoniques, ceux qui logiquement devraient être les plus faciles à trouver. À les lire, on croirait bien qu'aucun monastère indien ne possédait de canon complet. Et de fait, nous reprendrons cela plus tard, mais de fait, l'idée que les moines possédaient le savoir et les manuscrits du Tripitaka complet, c'est-à-dire des 3 corbeilles du canon bouddhique, c'est une idée totalement fausse. Alors, donc je dois m'arrêter ici pour l'instant. Vous présenter bien sûr tous mes vœux les meilleurs pour les fêtes de fin d'année et vous donner rendez-vous ici, même lieu, même heure, le jeudi 10 janvier pour la suite de nos aventures. Mais avant de terminer, pour ceux que cela peut intéresser, dans le cadre du séminaire de lecture de textes en chinois classique que je tiens ici le jeudi après-midi, qui est consacré cette année à la lecture du chapitre Li Yun du traité des rites par le grand lettré réformateur de la fin de l'ère impériale Krang Yo-wei. Donc, dans le cadre de ce séminaire, nous accueillons aujourd'hui un exposé de notre collègue et sinologue et historien de l'art, Nicolas Idier, sur les rapports de ce grand lettré chinois, donc Krang Yo-wei, à l'Inde précisément. Donc, toutes les personnes intéressées sont les bienvenues cet après-midi, ici au Collège de France, en salle 4, de 16h30 à 18h. Et d'autre part, je signale d'ores et déjà les conférences qui seront données par mes invités étrangers au titre de l'année 2019. Vous trouverez bien évidemment tous les détails sur le site du collège, mais je vous donne déjà un petit peu le menu. Le jeudi 31 janvier à 14h30, Madame Julia Murray de l'Université du Wisconsin
éminente spécialiste des représentations iconographiques de Confucius, nous parlera du culte des reliques de Confucius. Ensuite, bien plus tard, le mardi 21 mai à 14h30, M. John Maycomb, un collègue australien de Melbourne, auteur de nombreux ouvrages sur différents aspects du confucianisme ancien et moderne, que je vous recommande, nous parlera des rapports entre philosophie chinoise et valeurs universelles. Là aussi, un sujet qui est très proche de nos préoccupations. Ensuite, le jeudi 23 mai, dans la même semaine, donc à 14h30, M. Peter Zarrow de l'Université du Connecticut, historien spécialiste de la pensée politique de la fin du 19e, début du 20e siècle, en Chine bien sûr, posera la question de savoir si Kang Youwei, encore lui, est à considérer comme un penseur utopiste. Et le jeudi 20 juin à 16h, M. Han So-si de l'Université de Chicago, qui est un très fin connaisseur de littérature chinoise et spécialiste de littérature comparée, qui est lui parfaitement francophone et qui est déjà venu nous faire une remarquable conférence en janvier 2017, viendra nous parler cette fois-ci de ce qu'il entend par littérature et lecture transfrontalière en Asie. Et enfin, tout au long du mois de juin, nous aurons une série de 4 conférences de Madame Valerie Hanson de l'Université de Yale, qui est invitée par le professeur Franz Grenet et moi-même. Madame Hanson a consacré nombre de ses travaux et de ses publications à la fameuse route de la soie, mais vue de Chine. Et c'est donc à partir de cette perspective qu'elle nous propose ces 4 conférences sur différentes phases de la mondialisation de la Chine et de la zone Asie centrale. Voilà. Donc vous avez un programme très riche qui nous emmène encore plus loin, mais nous continuons donc notre enquête le jeudi 10 janvier. Et donc, encore une fois, très bonne fête à vous. Et si le Bouddha nous prête vie jusqu'à l'année prochaine, donc à l'année prochaine. Merci.